Bonjour. Tout d'abord, je tiens à m'excuser si j'ai une quinte de toux qui arrive en plein milieu parce que je suis un peu malade. Donc du coup, je vais vous parler de droit d'auteur et de modélisation 3D, du fait de mes connaissances en droit du patrimoine culturel et droit de la propriété intellectuelle. Alors, la modélisation 3D, c'est un droit, une matière auquel beaucoup de droits sont applicables. Là, je vous en ai mis que quelques-uns, histoire de vous faire visualiser l'ampleur de la chose. Et nous, on va se concentrer aujourd'hui sur le droit de propriété littéraire et artistique, et plus précisément le droit d'auteur. Sachant que l'analyse via du droit d'auteur est extrêmement complexe, parce qu'on est sur des hypothèses. On a beaucoup d'hypothèses, parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est vaste, et qui dépend de beaucoup de choses qui est liée à l'originalité, principalement. Donc, je vais déjà partir du principe d'une explication du droit d'auteur et de ses méandres, on va appeler ça comme ça, pour après vous parler d'une application à la 3D, au modèle 3D. Alors, pour du droit d'auteur, on a deux conditions principales, la forme et l'originalité. Sachant que la forme est largement étudiée par la législation et l'originalité se gère au cas par cas, et renvoie à une liberté artistique permettant de définir l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Alors que en face, la forme, c'est une exigence de création qui est matérialisée par une forme perceptible. On va faire appel à un de vos 5 sens. Dans ce sens-là, on ne va pas avoir de protection des idées qui ne sont pas formalisées, d'un simple savoir-faire, d'informations brutes ou d'une technique. On ne va pas non plus prendre en considération l'obligation de l'achèvement de l'œuvre, que vous soyez propriétaire ou non du support physique de cette œuvre, et il n'y a aucune formalité à accomplir, par exemple le dépôt d'un brevet. Il suffit qu'il y ait qu'il y ait une réelle création originale de forme perceptible qui est façonnée par intervention humaine consciente. Le droit d'auteur va protéger les bases de données. Néanmoins, le droit d'auteur ne protège pas les données brutes qui ne sont pas, comment dire, qui s'arrêtent à de la donnée brute, et ne va pas protéger non plus les données qui sont réalisées automatiquement ou à partir de données qui sont libres de droit. De fait, on va devoir distinguer la protection de la structure de la base de données et la protection des données en elles-mêmes, qui peuvent être protégeables si elles sont originales. Et toute la question est liée à l'originalité, y compris pour la protection des logiciels au titre du droit d'auteur. On a des arrêts qui démontrent qu'il y a une certaine originalité de certains logiciels, mais c'est jugé au cas par cas. Une fois qu'on a défini s'il y avait du droit d'auteur ou pas, il faut définir quel est le titulaire de ce droit d'auteur. Donc, un titulaire de droit, c'est une personne morale ou physique qui détient le droit d'autoriser ou d'interdire l'usage, quel qu'il soit, d'une œuvre protégée par les droits de propriété intellectuelle. Alors, le titulaire initial, c'est évidemment une personne physique qui est auteur de cette œuvre. Et par contre, ça peut également être une personne autre, personne morale ou personne physique, à qui on a fait une cession de droits patrimoniaux auparavant. À savoir, ce qui est très important, c'est que la propriété matérielle de l'œuvre n'emporte pas nécessairement la cession des droits d'auteur, et le fait d'avoir financé entièrement la production et la réalisation d'un contenu, ça ne donne pas le droit d'en disposer librement. Ce n'est pas parce que quelqu'un a répondu à un appel d'offres dans le cadre d'un marché public que l'on va avoir la possibilité d'exploiter librement les informations qui sont dedans, quel que soit le travail qui vous a été fourni. Il n'y a pas de transfert automatique des droits aux commanditaires, et une cession de droits patrimoniaux reste nécessaire. On a deux types de droits qui sont conférés aux auteurs. On a les droits patrimoniaux et les droits moraux. Si les droits moraux sont perpétuels, inaliénables, imprescriptibles, insaisissables et absolus, c'est-à-dire qu'ils restent entre les mains de l'auteur initial, les droits patrimoniaux, eux, vous pouvez les céder de manière exclusive, temporaire et indépendant des uns des autres. Les droits patrimoniaux, ils permettent l'exploitation de l'œuvre
voire la fixation d'une rémunération au titulaire de droit. Et ce sont ces droits-là qui vont durer jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur et qui se retrouvent ensuite dans le domaine public de la propriété intellectuelle, qui sont à ce moment-là librement réutilisables. À savoir aussi que le droit moral de l'agent public est fortement atténué. Je vous ai mis en dessous des droits patrimoniaux et droits moraux un listing des droits qui constituent ces droits-là. On ne va pas rentrer dans le détail, mais un agent public conserve dans les droits moraux le droit de paternité. C'est pour ça qu'on parle d'atténuation de ces droits. Il conserve également des droits patrimoniaux, mais ça, on reviendra dessus plus tard. L'idée, c'est que la numérisation 3D produit des clones numériques et les questions posées sont très nombreuses. Sachant que pour l'heure, on n'a pas de réponse définitive à ces questions. Donc, on va plus partir sur des suggestions de pistes de solutions, mais pas de solution définitive. À ce jour, le propriétaire d'un bien ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celui-ci, que ce soit une personne publique ou une personne privée. Ça a été défini par des arrêts, notamment celui qui est très connu, c'est Chambord contre Cronenbourg, d'où l'image. Et en personne privée, on a l'arrêt Hôtel de Gironcourt, qui est évidemment moins connu. Seule la preuve d'un trouble anormal permet de justifier une opposition du propriétaire à une utilisation de l'image par un tiers. Par exemple, si on fait la publicité d'une petite maison privée parce qu'elle est extrêmement connue dans un coin et qu'elle va attirer beaucoup de touristes, on peut se retourner contre la collectivité, par exemple, qui a exploité l'image de cette propriété privée parce qu'elle a créé un trouble anormal et que beaucoup de touristes sont venus à ce moment-là. C'est une façon dérivée de protéger son bien, mais pas au titre de son image. En revanche, il est possible de protéger son image si l'architecte, par exemple, détient encore un droit d'auteur sur cette œuvre. À ce moment-là, on est toujours dans le cas de 70 ans après le décès de la personne. C'est le cas, par exemple, de la pyramide du Louvre, dont l'architecte détient un monopole d'exploitation de l'image. Donc, il peut s'opposer à l'exploitation de l'image de la pyramide, alors même qu'il n'est pas propriétaire de cette pyramide. Donc, il est possible de traiter numériquement des biens plus anciens et d'utiliser son image sans autorisation préalable. Sachant que on peut évidemment protéger un bien s'il y a une originalité particulière. Donc, on va partir un peu dans on va dire le nuage de points bruts et la qualification d'œuvre d'esprit, de l'esprit de ce nuage brut. Alors, la création, c'est une modification du réel. C'est-à-dire que les découvertes ne peuvent pas prétendre à la protection par le droit d'auteur, car découvrir, ce n'est pas créer. Donc, un archéologue n'est pas un auteur. Quelle que soit l'immensité de son savoir-faire et de ses connaissances, il découvre et non crée. On part du principe que le nuage de points bruts reproduit le réel, qu'on n'a pas d'interprétation de ces données brutes et que même si un nettoyage est réalisé, il apparaît comme purement technique. Mais c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir plus profondément parce que la numérisation 3D implique des choix, que ce soit la luminosité, que ce soit l'angle de vue ou autre. Il faut vérifier que ces choix démontrent un travail créatif qui est susceptible de révéler une œuvre de l'esprit ou non. Et à ce moment-là, on a des limitations qui entrent en jeu, notamment en sites patrimoniaux. Par exemple, les contraintes techniques qu'on y retrouve. Par exemple, si on est dans un domaine clos comme un site orné, on ne va pas poser le pied de l'appareil photo n'importe où. Également, on a une limite qui est liée à la volonté de restitution du site à l'identique. Un exercice de reproduction du réel et non une modification de ce réel. De fait,
Le nuage de points bruts n'est apparemment pas protégé par le droit d'auteur, faute de constituer une véritable création, et il semble appartenir au domaine public de la propriété intellectuelle, donc inappropriable et librement réutilisable. Ce qui va déterminer le statut d'une photographie qu'on va ensuite intégrer, par exemple, dans la photogrammétrie, dans le cadre de la photogrammétrie, ça va être la question de savoir comment fonctionne l'appareil avec lequel on va faire ces photographies. Le fait que l'appareil soit breveté n'implique pas forcément que les photographies qui sont issues des résultats de ces photos, de cette captation, soient également originales. On a des cas de jurisprudence, donc des décisions de justice, dans lesquelles il y a des prises en rafale avec des cas de paparazzi, qui est des photos prises par un microscope électronique ou même des photos satellitaires. On part du principe qu'il n'y a pas d'empreinte de la personnalité de l'auteur parce que c'est une rafale. Du fait, on rentre en conflit entre un impératif de fidélité et une marge de manœuvre créatrice. On a plusieurs jurisprudences qui sont dissonantes par rapport à ce conflit. On va avoir, par exemple, un catalogue d'objets de magasins qui a été réalisé avec des photos qui ont été prises sur un fond unichrome où il n'y avait pas de décor particulier. À ce moment-là, on ne peut pas distinguer un effort de créativité de ces photos-là. On a également une affaire qui est dite affaire Charles, dans laquelle on avait un inventaire qui a été fait de biens. Et il y avait une notice extrêmement précautionneuse et très claire qui avait été faite. Et à ce moment-là, l'inventaire doit être exhaustif et on n'a pas de marge de manœuvre quant à sa réalisation. Le plus important, c'est la nécessité de savoir s'il y a des choix libres qui ont été opérés par l'auteur ou pas. Et à ce moment-là, c'est vraiment au cas par cas et ça peut être assez dingue en fait, de voir à quel point les juges vont définir s'il y a une originalité ou pas. Par exemple, on va avoir la reproduction photographique d'une œuvre qui est protégée, d'une œuvre protégée qui peut être qualifiée d'originale. Par contre, on peut avoir aussi des copies à l'identique d'œuvres qui sont préexistantes, qui ne sont en général pas protégées par le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'une photographie que l'on va prendre, vous et moi, ou même un photographe professionnel, va aller au Louvre, va prendre une photo de la Joconde et va dire « c'est une œuvre originale ». Non, normalement, non. Par contre, un photographe professionnel qui va dire qu'il a pris des photos de Picasso, des œuvres de Picasso, en définissant qu'il veut mettre en avant la quintessence de l'artiste, là, s'il le démontre comme il faut, on va dire qu'il y a une originalité. Donc, c'est toujours au cas par cas. En parallèle, les restaurateurs d'œuvres d'art ont une obligation de fidélité de leur restauration et on va dire que leur travail n'est pas du original parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre en soi. De fait, le travail via scanner 3D n'est pas considérable comme un photographe par un photographe qui, par sa photographie, veut lui-même créer une œuvre. On est dans une logique de fidélité et a priori, cette fidélité-là chasse l'originalité. Mais une fois de plus, c'est géré au cas par cas et même si on peut donner des hypothèses, c'est le juge qui le définira. On a une notion qui doit être mise en avant, c'est la notion d'œuvre complexe. Certaines numérisations en 3D, lorsqu'elles s'insèrent dans un ensemble qui mêle logiciel, photos, effets audiovisuels, etc., peuvent être qualifiées d'œuvres complexes. Pour ce faire, on a deux critères, la finalité poursuivie et le résultat obtenu. Pour la finalité, une numérisation du patrimoine qui est faite à des fins exclusives de recherche et qui est strictement identique à l'objet de départ ne remplit pas une condition d'originalité. Par contre, si cette numérisation devient partie prenante d'une création plus englobante, on va parler d'œuvres dérivées. Et à ce moment-là, on indique que l'ajout d'une patte artistique peut être considéré comme original. Également, un environnement ou un style graphique peut être protégé. C'est par exemple le cas de la numérisation de Notre-Dame de Paris dans Assassin's Creed de Ubisoft. À ce moment-là, les choix qui sont effectués par l'intermédiaire de logiciels et de création
peuvent être définis comme originaux et de fait protégés. Néanmoins, par rapport à cette logique d'originalité, il faut penser que le modèle 3D est avant tout une idée de fidélité, qu'en science, le plus important, c'est de pouvoir suivre l'évolution d'un site, de voir quelle est la détérioration possible, son évolution dans le temps, éventuellement de le médiatiser, ou aussi de s'en servir de nouveaux patrimoines du fait de sa destruction, par exemple. C'est le seul résultat, la seule image qu'on peut garder parfois dans le site. Donc, dans cette idée-là de fidélité, un clone numérique d'un site patrimonial paraît devoir effacer toute originalité. Mais une fois de plus, c'est au juge de définir au cas par cas ce qu'il en pense. On se retrouve du coup dans deux hypothèses. La première, c'est que le modèle 3D, il donne prise au droit d'auteur. À ce moment-là, qui est le titulaire de ces droits? Si c'est réalisé par un prestataire privé, c'est ce prestataire qui détient les droits d'auteur. Et si l'État veut l'exploiter, il faut qu'il se fasse faire une cession de droits d'auteur. Par contre, si c'est réalisé par un agent public, les droits d'exploitation sont, dès leur création, automatiquement cédés à l'État, si ça a été fait dans le cadre de leur fonction, mais c'est limité au strict nécessaire de l'accomplissement d'une mission de service public. Donc, pour exploiter commercialement ces droits, l'État doit a priori de nouveau organiser une cession de droits avec cet agent. Deuxième hypothèse, le modèle 3D ne donne pas de prise au droit d'auteur. À ce moment-là, il appartient au domaine public de la propriété intellectuelle, donc personne n'en est propriétaire et il peut être librement reproductible. On a cette question du droit d'auteur qui doit être mise en parallèle avec d'autres législations ou d'autres juridictions. Et on va juste se concentrer sur le droit des informations publiques parce que finalement, c'est les seuls à traiter de la modélisation 3D et à donner une réponse un peu novatrice et actuelle. On a deux avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. Le premier, c'est un qui est en lien avec le musée Rodin, qui date de 2019, dans lequel il s'était interrogé sur le caractère communicable des numérisations 3D d'œuvres d'art qu'il détenait, sur la possibilité de réutiliser à des fins commerciales ces numérisations et la possibilité de réutiliser les numérisations 3D. La CADA a défini que les numérisations d'œuvres dont le musée Rodin assure la conservation constituent des documents administratifs et qu'elles sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. Sous réserve pour le musée Rodin de veiller à la protection de cette réutilisation au titre du droit moral qu'ils détiennent de Rodin. Et il est également possible pour le musée de prévoir une redevance pour la réutilisation des numérisations 3D. On a un deuxième avis qui est extrêmement récent parce qu'il date de septembre de cette année et qui est lié à la RMN et au Grand Palais, où il est indiqué que compte tenu de l'environnement concurrentiel caractéristique du secteur d'activité concerné, la communication à des tiers porterait atteinte au secret des affaires, donc on n'est pas sur du droit d'auteur, si les dits documents en eux-mêmes révélaient la mise en œuvre de procédés techniques et de savoir-faire particuliers à la RMN et au Grand Palais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces savoir-faire particuliers et procédés techniques ont été amorcés et annoncés par la RMN, mais ils ne sont pas rentrés dans les détails. Ils ont juste invoqué cette possibilité-là. Donc la CADA a conditionné son avis à ces informations. Et c'est assez novateur. Et ça soulève beaucoup de questions quant à l'évolution des procédés qu'on peut avoir, quant à la question de savoir s'il y a du droit d'auteur ou pas, parce qu'au final, la CADA a complètement contourné la question du droit d'auteur et s'est concentrée sur la caractérisation du type de document. C'est un document administratif. Ça en arrêtait là, en fait. Pour conclure, il y a de nombreux droits qui encadrent la réalisation et la valorisation des données numériques, et plus particulièrement des modèles 3D. Le droit d'auteur trace une ligne de partage entre la créativité humaine
qui semble extrêmement limitée et minimale, et l'automatisation technique. Et la frontière entre les deux évolue en fonction de l'interprétation des tribunaux au gré des différentes techniques de numérisation employées et des différents cas rencontrés. De fait, il n'est pas toujours possible de donner une affirmation juridique quant à ces nouveautés, et l'applicabilité du droit d'auteur à la 3D n'a rien d'évident. On avance à tâtons, en fait. Donc, sans réponse juridique, il est préférable d'organiser des sessions de droit qui sont extrêmement précautionneuses. Et s'il y a un souhait de limiter le droit d'auteur du prestataire privé, il convient d'imposer des captations minutieuses qui limitent le choix qu'il opérera. Parce que s'il n'a pas de marge de manœuvre, il n'y aura pas d'originalité. Voilà. On va prendre le temps de quelques questions. Oui. J'ai vu qu'il y avait Désolée pour le stress. Ah, ouais. Bonjour, merci beaucoup, c'était super intéressant. Alors, j'ai un cas très pratique qui est réel. Hein. Avec le labo avec lequel on travaille, on fait des reconstructions par photogrammétrie. Dans l'eau des photos qu'on aimerait pouvoir utiliser, il y a des photos d'un photographe professionnel qui a fait des acquisitions d'une façade d'un bâtiment à Poitiers. C'est Notre-Dame-la-Grande, donc c'est la façade de l'église connue de Poitiers. Donc déjà, on n'est pas sûr de pouvoir utiliser les photos. Alors, on pourrait dire, OK, il suffit de lui demander. Sauf qu'il est mort. Et alors, c'est drôle, enfin, en fait, c'est pas drôle du tout, parce que les droits, a priori, c'est les enfants qui les ont. Et là, enfin, pour nous, c'est compliqué, quoi. Alors, du coup, pour l'instant, on n'utilise pas les photos. Et en plus, on ne veut pas utiliser les photos pour en faire quoi que ce soit, à part autre chose que de la reconstruction d'un nuage de points. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Contacter le notaire. Bon, merci. Il conserve les droits moraux en fait dessus, quelle que soit la durée. Et il va y avoir un droit patrimonial qui va perdurer 70 ans après. Donc, c'est soit prendre contact avec le notaire et essayer de négocier avec les ayants droit, donc les successeurs, soit attendre 70 ans. Est-ce que cette notion d'originalité, elle a une définition dans les textes de loi? Une définition moins subjective que juste le terme originalité? Non, en fait, on va partir vraiment au cas par cas d'une définition de cette originalité. Et c'est une définition qui est vraiment adaptée à chaque cas. On va dire que le droit d'auteur protège toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, la destination, le mérite, voire le mode de création. Et en fait, il y a une liste qui est non exhaustive dans le code de la propriété intellectuelle, mais c'est vraiment au cas par cas. C'est en fonction des cas, on peut faire des parallèles, mais avec les parallèles, il y a toujours des spécificités, il y a de nouveau d'autres parallèles à faire, enfin, c'est souvent infini. Moi, j'ai une. Bon, déjà, merci pour l'exposé qui est très intéressant. Je peux comprendre on pourra en discuter très longuement sur les différences qu'il peut y avoir. Je peux comprendre que pour le laser, il y a un aspect technique, une reproductibilité où il faut appuyer sur un bouton et que ce soit moi ou vous, normalement, on est censé avoir plus ou moins la même chose. Pour la photogrammétrie, c'est différent. Alors, une première question porte sur le cas de la photographie, parce que la photographie, ça a aussi beaucoup été décrié. Même avant qu'on arrive à de l'automatique avec l'analogue, etc. En fait, il y a toute une part qui est, même si c'est un procédé technique, qui est extrêmement créatif derrière. Et bon, à mon avis, sur le cas de la photogrammétrie, il suffit juste de dire qu'il n'y a pas de problème jusqu'au jour où on a un problème. Par contre, je pense que pour quelqu'un qui fait de la photogrammétrie, il arrivera très facilement à montrer que même malgré la marge de manœuvre, etc., il peut y avoir une originalité. Voilà, à mon avis, c'est facile à argumenter auprès d'un juge, tant qu'il n'y a pas de problème. La question que je me pose, c'est que là, c'est applicable au droit français. On sait que le droit français, la question de droit d'auteur peut être permissif ou voilà. Est-ce qu'il y a des
pistes de législation plus communes au niveau européen ou mondial, ou est-ce que ça s'accorde? Est-ce que ça se recroise avec le droit français ou pas? Parce qu'on sait qu'en général, le droit français, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, voilà, est-ce qu'on peut s'attendre à des choses différentes dans le cas où on travaille, par exemple, avec des partenaires européens? Alors déjà, par rapport à la photogrammétrie, c'est pas si aisé que ça de définir qu'il y a une originalité ou pas. Parce qu'au final, le juge va plus partir sur une question de technique ou de savoir-faire pour chasser l'originalité. Donc, c'est une possibilité qu'il faut extrêmement bien argumenter, mais ça n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là, en tout cas. Parce que la photographie qui est associée n'est pas forcément considérable comme originale. On a des cas de jurisprudence, notamment par rapport à des photographies qui ont été prises au Louvre par des photographes professionnels, où le juge a repris, je crois que c'est 380 photos, une par une, pour vérifier sur chaque photo s'il y a une originalité. Donc, en fait, dans le cas d'une photogrammétrie, il se retrouverait à vérifier chaque photo pour vérifier s'il y a une originalité ou pas. Et à ce Ça moment-là, pourrait être drôle. ce qui peut être infini. Et par rapport au droit étranger, alors je ne suis pas du tout spécialiste du droit international ou pire du droit américain, qui est là, ça part vraiment en live, on va dire ça comme ça. Il y a une surprotection des choses, mais une surexploitation aussi sans considération forcément du travail qui est fait en amont par d'autres auteurs. On a des choses qui sont faites au niveau européen, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment cette législation-là qu'on va appliquer au niveau français, et on ne va pas forcément prendre en considération d'autres législations européennes ou étrangères, sauf si on a des acteurs étrangers qui viennent dans la boucle, et à ce moment-là, c'est au juge de définir. Je ne saurais pas vous dire. Je vais poser qu'une seule question, mais c'est un cas très concret pour nous. On crée un modèle 3D où la question d'originalité ne se pose pas. On sait que c'est très original. Vous avez dit que si c'est une personne privée, il a le droit d'auteur. Si c'est un agent d'État, c'est l'État qui est le propriétaire. Qu'est-ce qui se passe dans le cas s'il s'agit des élèves d'un établissement public? Est-ce qu'on peut dire que, n'étant pas les agents d'État, quand même, ils s'apparentent vu qu'ils le font dans le cas d'études publiques ou pas? Alors, déjà, il faut définir s'il y a un droit d'auteur et une originalité avant d'arriver à la titularité, effectivement. Pour un étudiant, il ne signe pas quoi que ce soit vis-à-vis de l'université. Il va payer des droits pour étudier dans cette université, mais il ne va rien signer. Donc, en fait, il n'est pas dépendant de l'université. À charge de voir si dans la convention de stage, par exemple, qui vous lie à lui à ce moment-là, il y a une cession de droit ou pas. S'il n'y a pas de cession de droit, il reste maître de ses créations. Et à ce moment-là, il faut faire une cession de droit avec lui. Juste une petite question par rapport à l'édification et la rédaction d'un CCTP, un cahier des charges techniques particulières. Vous nous conseillez fortement de rajouter une cession de droit directement dedans? Oui, plutôt partir sur un cahier des charges propriété intellectuelle. D'accord. Dans le doute, il vaut mieux mettre une cession de droit exclusive, exhaustive, vraiment large, quitte à ne pas l'utiliser si jamais un jour il y a une jurisprudence qui sort et qui dit il n'y a pas de droit d'auteur, et à ce moment-là, vous faites rétrocéder de toute façon la totalité, vous exploitez. Vaut mieux mettre ça plutôt que de ne pas le mettre et de vous retrouver avec aucune possibilité vis-à-vis du prestataire. D'accord. Et j'ai une dernière question, mais aussi autant pour vous que pour Xavier. Est-ce qu'il y a une veille juridique prévue, l'action du consortium? On cherche à la mettre en place, et c'est pour la raison qu'on invite des personnes pour nous parler de tout ça. Et je pense que là, vu les questions, il y en aura d'autres qui arriveront par la suite. Oui, je voulais rapidement, votre communication est très, très importante pour
tous les projets de recherche, on est confronté à ces choses-là. Donc, c'est vraiment, si on pouvait avoir déjà ces informations mises en ligne, ça serait très bien. Et puis, pour le dernier arrêt dont vous avez parlé, qui concerne la RMN et Grand Palais, c'est le ver dans le fruit. Pour moi, c'est le ver dans le fruit parce que ça concerne le droit des affaires et non plus la question du droit d'auteur. Et puis, la RMN est une anomalie. C'est un scandale, c'est un vrai scandale, la RMN, le Grand Palais. Bah, en étant historien de l'art et travaillant dans le domaine, c'est un scandale parce qu'elle truste, enfin la RMN truste beaucoup de choses par monopole et par obligation quand elle fait une campagne photographique, par exemple dans un musée. Le musée est obligé de passer par la RMN. Donc il y a un droit de propriété sur les photos faites par la RMN. Enfin, c'est très, très compliqué, mais c'est vraiment... et on parlait tout à l'heure du droit international. Quand on voit ce que font les Américains, alors pas toutes les institutions culturelles américaines, ou en Angleterre, ou surtout dans les pays anglo-saxons, où il y a une communication quand même très importante du patrimoine, vraiment très, très importante du patrimoine. Alors, il y a des petits musées qui font la résistance, mais voilà. Et ce n'est pas du tout ça avec les institutions nationales françaises, enfin certaines institutions, et en particulier la RMN. C'est vraiment une anomalie. Mais c'est propre à non, oui, mais en même non, il y a des subtilités. Établissement industriel et culturel. Il y a industriel aussi. Enfin, c'est vraiment le droit français pour le coup culturel est compliqué.